Il commence, Monsieur Ballard. Bien, merci Madame la Présidente. Comme on est deux, on a coupé la poire en deux, on a un rapport de 14 pages, et donc on va vous en lire 7 chacun en sortant un petit peu du texte évidemment pour que ce soit le plus vivant possible. Madame la Présidente et chers collègues, en septembre dernier, ça vient d'être rappelé, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation nous a confié une mission flash sur l'éducation critique aux médias ou éducation aux médias et à l'information EMI. Nous avons souhaité qu'elle puisse proposer un état des lieux des initiatives foisonnantes en la matière, mais aussi offrir des pistes d'amélioration dans l'enseignement de cette matière transversale, déjà ancienne, mais dont les problématiques ne cessent de se renouveler. Le développement récent des plateformes et médias en ligne lui a donné, on en a parlé tout au long de cette matinée, une actualité nouvelle et a rendu plus nécessaire une éducation aux médias renforcée qui ne se résume pas à la semaine de la presse et des médias à l'école. Au sein de l'EMI, la lutte contre les fausses informations occupe une place bien sûr essentielle. Le pacte démocratique repose en effet largement sur une confiance partagée dans la qualité et la fiabilité de l'information disponible et sur la compréhension de sa production. L'éducation aux médias vise à former des citoyens capables tout au long de leur vie et pas seulement lors de leur formation d'exercer leur esprit critique, adjectif crucial dans l'intitulé de notre mission, comme l'ont souligné nombre des personnes auditionnées. Mais l'éducation aux médias ne saurait être réduite à la chasse aux infox, comme l'on dit, tant les enjeux rencontrés sont riches et nombreux, comme cela nous est apparu lors de la tenue de nos 7 tables rondes, soit quelques 40 organismes auditionnés et lors de 2 déplacements organisés dans la diversité de nos territoires. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de juillet 2013 précise, je cite, que l'éducation aux médias initie les élèves à l'usage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissances qui sont liés à cet usage. Il s'agit donc aussi de former les jeunes dans leur usage des médias, usage dont nous savons qu'ils ont connu de nombreuses transformations ces dernières années. L'interactivité et la viralité se sont développées et les évolutions technologiques rebattent sans cesse les cartes pour les adultes, parfois dépassés et enfermés dans les algorithmes dont ils ignorent le fonctionnement. Aujourd'hui, les jeunes se trouvent souvent placés dans une position de passivité face à une information qu'ils ne vont plus chercher, mais reçoivent, déjà filtrés selon leur réseau privilégié ou par des algorithmes via des plateformes de communication. Vous les connaissez tous, telles que WhatsApp ou TikTok. Il faut les aider à reprendre le contrôle dans leur manière de s'informer et à revendiquer un esprit critique, émancipateur. C'est l'un des principaux défis. Alors nos constats, l'enjeu des ressources de l'EMI n'est pas tant celui d'un manque que d'une profusion des productions existantes émanant d'horizons multiples. Tel était le constat dressé par les auteurs du rapport Renforcer l'éducation aux médias et à l'information et à la souveraineté et à la citoyenneté numérique remis à Jean-Michel Blanquer. C'était en mai 2021. Une simple recherche sur Internet montre, vous pourrez en faire l'expérience, l'abondance des ressources institutionnelles, associatives et universitaires à vocation pédagogique. L'opérateur public de référence, le CLEMI, qui défend du réseau Canopé, établissement public, éditeur de ressources pédagogiques, est en première ligne pour offrir aux personnes de l'éducation nationale, aux animateurs et aux journalistes des ressources utiles au regard de cette matière composite qu'est l'EMI. Il ressort des auditions qu'il y a tant de ressources, c'est que les organismes s'étant emparés du sujet sont également, il faut bien le dire, pléthoriques. L'institution de l'éducation nationale a été parmi les premières à développer une offre et des initiatives dans ce champ, rejointes en cela par toutes les institutions à vocation culturelle. On peut citer les bibliothèques, les associations d'éducation populaire, les radios associatives, les centres d'information jeunesse, pour ne citer que. Les médias traditionnels tels que la presse et les chaînes de radio et télévision se mobilisent également sur la question. Ils mettent en avant des initiatives plus ou moins structurées de leurs journalistes qui ont conscience que les œuvres culturelles et les informations qu'ils proposent doivent être visibles et surtout audibles des citoyens de plus en plus consommateurs passifs de contenus indifférenciés, parfois mensongers ou complotistes. Il en va de la survie du métier de journaliste et plus largement de la préservation de la mission de ceux qui transmettent et diffusent la culture, les enseignants bien sûr au premier chef. Nombreux sont ceux confrontés au doute
des élèves quant à l'existence de faits historiques avérés ou de faits d'actualité vérifiés avec, par exemple, la contestation ou la remise en cause de la théorie de l'évolution, de la Shoah et plus récemment des attentats contre Charlie Hebdo. Le journaliste Damien Fleureau expliquait lors de son audition par la mission que son association de MI, qui s'appelle Entre les lignes, était issue d'une rencontre via un tournage avec des jeunes qui niaient l'existence des attentats contre Charlie Hebdo. Et Damien Fleureau rapporte ainsi, on le cite, « Selon eux, c'était l'État français qui avait fomenté cet attentat. Et ils nous racontaient que leurs professeurs ne pouvaient pas aborder le sujet sans provoquer un tollé dans la classe. » On en est à la négation des faits. Il serait impossible à notre échelle de recenser toutes les initiatives, mais pour nous qui sommes des élus des territoires, ruraux ou classés politiques de la ville, force est de constater qu'elles sont de qualité hétérogène et extrêmement disparates. L'Île-de-France, pas partout, est bien sûr la mieux dotée puisqu'elle regroupe un vivier de professionnels prêts à intervenir dans un périmètre restreint sans que le public auquel il s'adresse soit toujours celui ayant les plus grands besoins en la matière. Les initiatives menées par les grands groupes de l'audiovisuel public ont du mal à percoler, comme l'on dit, dans les territoires, comme nous l'avons constaté lors de nos déplacements dans les antennes locales. Aussi, la logique d'appel à projet des directions régionales des affaires culturelles est louable, mais restreint les budgets à une poignée de structures désignées, parfois de manière discontinue dans le temps. Surtout certains publics ou acteurs demandeurs n'en ont tout simplement pas connaissance ou ne disposent pas en interne des capacités pour monter des dossiers parfois extrêmement complexes. Ils passent alors à côté d'opportunités dont profitent toujours les mêmes réseaux. À l'inverse, des associations peuvent recevoir des financements de plusieurs ministères pour les mêmes actions de MI. Alors qu'en résulte-t-il? Une brève cartographie fait apparaître de véritables déserts de l'éducation aux médias avec une partie de la population qui reste en dehors de cette sensibilisation. La raison tient à ce que l'on pourrait assimiler à la préoccupation du dernier kilomètre de la réforme. Le ministre est mobilisé, le recteur a une centaine de priorités à mettre en œuvre, le proviseur gère l'urgence du quotidien et le professeur documentaliste n'a pas le temps, la drague à d'autres projets. Le résultat est que les plus belles initiatives sont celles portées par des professionnels passionnés et on en a rencontré. Et c'est ici pour nous l'occasion d'ailleurs de leur rendre hommage car le temps disponible dans les emplois du temps ne permet pas systématiquement de faire l'éducation aux médias et c'est souvent par du bricolage, comme l'on dit, des emplois du temps quand ce n'est pas sur leur temps libre que le MI peut être dispenser. Le bouclage des programmes scolaires reste bien évidemment la priorité. Alors, il n'est pas admissible au nom de l'égalité entre nos concitoyens qu'une politique publique soit soumise à la bonne volonté de celle dont elle dépend, alors même qu'il existe une filière professionnelle structurée de formation en sciences de l'information. Les professionnels des médias sont quant à eux aussi mobilisés par passion et cela n'est pas sans poser des problèmes au titre par exemple de leur remplacement à l'antenne ou de leur remboursement des frais de déplacement. En termes de méthode à présent, les meilleurs intervenants partent de l'usage que font les jeunes des médias. On pense bien sûr aux réseaux sociaux, de leur centre d'intérêt. Le sport est d'ailleurs un bon point d'entrée, sans adopter une position verticale consistant à dire le vrai et le faux. Il laisse la place au débat en favorisant le contradictoire lorsque des points de vue opposés se défendent. La question des sources des informations est centrale, mais la tentation du pas de vague, hashtag pas de vague, au sein de l'éducation nationale est encore trop prégnante. Dès lors, l'intervention d'un tiers étranger à l'administration, on pense aux influenceurs, aux journalistes, est un bon moyen de remédier à l'autocensure de certains enseignants qui, après le drame de l'assassinat de Samuel Paty, ont trop souvent renoncé à leur liberté pédagogique. Il faut constamment s'adapter au langage de ces jeunes et veiller à utiliser aussi les canaux qui leur parlent le plus. À quoi bon leur demander de créer une une de journal quand ils ne lisent plus les journaux papier tout simplement. Autre question, quid de nos aînés, ou plutôt de notre génération de parents et grands-parents? Les jeunes ne sont pas les seuls concernés, les parents et seniors doivent aussi être éduqués aux médias, ils peuvent relayer les fake news. Plus largement, nous souhaitons insister pour développer et valoriser le MI, non seulement sur tous les temps du jour pour les élèves, temps scolaire et le temps parascolaire, mais aussi les temps de la vie. Cela permettrait de proposer des approches complémentaires et répétées. L'éducation populaire a ici un rôle primordial
à jouer. Pour atteindre tous les âges, il faut mettre en avant les informations vérifiées et argumentées, irriguer les réseaux sociaux de la présence de nos médias qui bénéficient d'une reconnaissance institutionnelle, gage de professionnalisme, être présent pour les seniors dans les bibliothèques, notamment associatives, et les centres sociaux. L'éducation critique aux médias est un combat et voici nos propositions pour défendre notre démocratie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure, Madame Silvou, à vous pour la suite. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le co-rapporteur. Face à ces constats, face aussi à cette urgence démocratique citoyenne, cette urgence sanitaire parfois, nous avons choisi ce matin de vous livrer un certain nombre de premières réflexions et propositions pour que l'offre d'éducation aux médias soit mieux structurée, soit aussi renforcée sur l'ensemble des territoires auprès de l'ensemble des acteurs et touche tous les temps de la vie. Alors parmi ces réflexions, l'une des premières, c'est le renforcement du CLEMI, ce centre de liaison qui existe depuis 40 ans pour l'éducation aux médias, qui a prouvé par ses compétences, son action professionnelle sur l'ensemble des territoires, par ses partenariats avec l'ensemble des médias aussi en France, une action concrète qui va bientôt, cette année, se démontrer à nouveau à travers la semaine de la presse et des médias qui aura lieu fin mars et qui mobilise de nombreux établissements scolaires à de nombreux niveaux. C'est d'ailleurs un partenaire et un acteur public reconnu par l'ARCOM, le partenaire privilégié des acteurs de l'audiovisuel pour l'éducation aux médias et à l'information. À notre sens, il faut capitaliser à la fois sur ce professionnalisme, cette expérience et cette notoriété pour développer l'action d'éducation aux médias auprès de publics au-delà de l'éducation nationale. Nous avons rencontré par exemple des bibliothèques publiques, des bibliothèques associatives, des centres sociaux, des centres de jeunesse qui n'ont pas connaissance de ce rôle du CLEMI et de ses acteurs sur leur territoire, qui est un rôle de formation, un rôle de lieu ressource et un rôle d'identification d'acteurs, de résidences, de journalistes, par exemple, qui peuvent être menés dans ces structures. Donc il y a un lien à faire et une ouverture du CLEMI sur d'autres partenaires que ceux de l'éducation nationale. Et puis, deuxième chose qu'on voudrait renforcer, c'est son rôle de portail d'accès, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de formations et d'outils pédagogiques pour accompagner les résidences et les ateliers sur l'éducation critique aux médias, qui sont produits par le CLEMI, mais aussi, par exemple, par la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique de l'information, par des écoles de journalisme, par l'APEM, l'association de promotion de l'éducation aux médias des journalistes, eh bien, tous ces outils ne se retrouvent pas encore aujourd'hui dans un seul outil consultable en fonction des besoins pédagogiques des professeurs. Donc, c'est un pas à mener également. Donc, globalement, un renforcement du CLEMI avec une ouverture sur l'ensemble des âges et des publics bien au-delà de l'éducation nationale, avec pourquoi pas, pour coordonner l'action des différents ministères, éducation nationale, culture, mais aussi agriculture pour les lycées agricoles, mais aussi justice pour les éducateurs, mais aussi famille, nous pourrions imaginer la création d'une délégation interministérielle sur ce sujet qui pour nous constitue une urgence face à ce qui était souligné par des collègues tout à l'heure lors de la proposition de loi, face au déferlement et à la puissance des plateformes du numérique et des réseaux sociaux, et notamment à leurs actions largement plus financées que nos actions publiques. Deuxième proposition, un peu dans un champ de l'éducation nationale, c'est celui de s'appuyer beaucoup plus sur les professeurs documentalistes dans les établissements. Nous avons vu sur le terrain que ce sont eux qui sont les moteurs de l'éducation aux médias, souvent avec des professeurs d'histoire géo, des professeurs de français, beaucoup de professeurs de sciences, ce qui est intéressant aussi, puisque le rapport à la science, c'est aussi un rapport à la vérité et aux bonnes informations. Et donc, par le texte du 24 janvier 2022 qui généralisait l'EMI, nous avons senti une impulsion de l'éducation nationale, mais nous voudrions que ça aille plus loin, qu'on n'en reste pas à un saupoudrage en fonction du bon vouloir des professeurs au sein d'heures qui ne sont pas vraiment dédiées, mais que ça devienne une matière à part entière. Ça veut dire quoi? Une discipline pour nous à partir du cycle 3, et ça répond un peu à votre question, Madame la Présidente, CM1, CM2 pour nous, jusqu'à la 5e, 6e en priorité. Un enseignement qu'il serait
valorisés par les professeurs documentalistes, il faudra en définir le nombre d'heures, des professeurs documentalistes dont on revaloriserait le rôle au sein des établissements à travers par exemple la création d'une agrégation qui permettrait aussi au sein de la communauté éducative de mieux reconnaître leur rôle, et des outils d'évaluation de cette nouvelle matière, pourquoi pas en s'appuyant sur le dispositif PIX qui évalue déjà les compétences de nos élèves à pouvoir naviguer en toute sécurité et qui pourrait aller plus loin sur le rapport aux fausses informations. Voilà, et puis dernière chose sur le champ de l'éducation nationale, nous souhaitons que les professeurs puissent être accompagnés, renforcés, sécurisés lorsqu'ils abordent ces sujets. Parfois, ils ont besoin, comme le disait mon co-rapporteur, d'une intervention extérieure d'un journaliste pour oser aborder certains sujets liés à la laïcité, à la religion, aux croyances. Et donc, le soutien de l'administration nous semble devoir être renforcé, formalisé au travers des chartes académiques qui existent et qui doivent être appliquées. Troisième champ d'action, un meilleur lien de l'ensemble des acteurs entre eux, et notamment pour pouvoir produire des médias dans les établissements. C'était une promesse qui avait été faite d'ailleurs en 2016 par une ministre de l'Éducation pour qu'il y ait un média dans chaque établissement. Eh bien, nous pensons que cette promesse doit être tenue parce que nous faisons confiance aux ateliers qui font produire de l'information aux jeunes, plutôt qu'une façon d'apporter l'éducation aux médias qui serait des discours surplombants, moralisateurs venant d'un journaliste qui explique comment il faut faire. Produire soi-même l'information, c'est la meilleure façon de comprendre la façon dont elle se fabrique, et ça passe aussi par les visites, notamment des rédactions qui existent dans certaines régions, ou l'intervention en milieu scolaire de nouveaux acteurs des médias qui sont les influenceurs des médias certifiés, entre guillemets, ceux qui font un décryptage de qualité de l'information. Je pense à Hugo Décrypte, Gaspard G et d'autres qu'il faudrait voir sécuriser et renforcer parce qu'eux ont vraiment une audience auprès des jeunes, parfois plus que certains médias traditionnels. Et puis, quatrième champ de réflexion, la formation des acteurs de l'EMI. Beaucoup de personnes interviennent aujourd'hui en milieu scolaire avec des agréments qui sont soit donnés par l'Éducation nationale, soit des appels à projets validés par les DRAC. Mais finalement, vous n'avez pas de formation socle, de formation de base pour certifier sa capacité à apporter une éducation critique aux médias. C'est important d'y veiller dès maintenant parce que même si nous avons beaucoup de professionnels qui interviennent, c'est pas forcément parce qu'on est journaliste qu'on est bon enseignant, et inversement, on pense que d'autres profils, des artistes, des photographes journalistes, des professeurs à la retraite pourraient, par exemple, revenir dans l'école avec une capacité à faire de l'éducation aux médias. Et puis ça permet aussi d'éviter des dérives de certaines personnes qui en profiteraient pour faire de la propagande si ils intervenaient auprès de jeunes. Pour valoriser ces interventions en éducation aux médias, nous voulons aussi qu'il y ait un travail beaucoup plus approfondi sur la reconnaissance de ces interventions. On a vu notamment dans le Nord beaucoup de journalistes qui interviennent bénévolement hors temps de travail dans des collèges médias, dans des lycées médias. On a vu aussi des professionnels qui intervenaient pendant leur temps de travail, donc missionnés par une chaîne de télévision publique ou privée par exemple, mais sans que ce soit reconnu par une déduction fiscale, un mécénat de compétences, ou sans que ce soit rémunéré spécifiquement pour la personne qui intervient. Nous, on pense que comme l'éducation artistique et culturelle est reconnue dans les DRAC avec un tarif horaire, eh bien, il faut que ce travail puisse être reconnu, valorisé, budgété, pour qu'il soit aussi stimulé et qu'il y ait, pourquoi pas, une incitation pour les professeurs qui mettraient en place des projets au sein des établissements à mener des projets d'éducation critique aux médias. Et comment on financerait tout ça? Eh bien, on propose de réfléchir à une contribution volontaire des plateformes. Elles font déjà des choses en termes de responsabilité sociale. Eh bien, on leur proposerait un engagement collectif à être beaucoup plus actif et à investir plus d'argent et donc plus de moyens humains dans l'éducation critique aux médias.
Un autre sujet qui est le sujet du pass culture, qui mérite réflexion en lien avec le ministère de la Culture, puisque dans certaines régions, les sessions, les ateliers d'éducation aux médias sont intégrés dans le pass culture pour l'établissement, reconnus, mais dans d'autres non. C'est assez arbitraire, hasardeux pour l'instant. Nous souhaiterions que l'ensemble de ces ateliers et ces résidences de journalistes puissent être financés dans le cadre du pass média. Et très important qu'on y intègre le transport pour que le transport puisse être financé pour aller voir par exemple une rédaction de médias. Et puis, dernier sujet, on en a parlé ce matin longtemps, c'est le sujet de la parentalité et de la formation des seniors. Élargir finalement le champ de l'éducation aux médias, c'est lutter contre l'illectronisme, la propagation de théories complotistes, de fausses informations, et qui sont très souvent diffusées par des adultes, des seniors qui ne maîtrisent pas le décryptage et la fabrique de l'information. Donc tout cela doit faire l'objet d'une évaluation, très peu d'évaluation, très peu de recherche en France. C'est aussi un sujet sur lequel on souhaite insister. Pour conclure, si beaucoup a déjà été fait en France depuis 40 ans en matière d'éducation aux médias, nous voulons une montée en puissance, une structuration pour avoir une meilleure efficacité des dispositifs existants dont il faut s'inspirer. Le déploiement possible du service national universel pour tous les élèves de seconde peut être un moment de sensibilisation socle à l'éducation critique aux médias. Nous avons rencontré beaucoup de bonne volonté. Nous remercions d'ailleurs tous ceux qui ont été auditionnés, et il y en a encore qui se manifestent aujourd'hui, d'où l'intérêt pour ce sujet. Et nous remercions aussi nos deux administratrices qui sont à nos côtés, Inès Fauconnet et Julie Declercq, qui nous ont accompagnés à structurer toute cette masse de personnalités qui souhaitaient être auditionnées dans une petite mission flash. Et on a réussi à le faire grâce à elles et grâce à leur esprit de synthèse et leurs bons conseils. Conclusion, faire de l'EMI une grande cause nationale, c'est ce que recommandait Reporters sans frontières dans son rapport. Nous y souscrivons. Merci.